Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans l'Afterlap, le podcast du sport auto, avec une déclinaison audio et vidéo cette semaine. Vidéo pourquoi ? Parce que Tristan Gomandi, notre consultant F1, nous fait une fois de plus l'amitié de se rendre disponible. Oui, c'est un week-end prolongé, comme tout le monde le sait. Voilà. Alors évidemment, ce Grand Prix Monaco, on va revenir sur tout ce qui s'y est passé. Et c'est vrai qu'il y en a des choses à dire. Hein. Charles Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas. Ah oui, non, ça, il y en a vraiment plein de chapitres à aborder. Je voudrais juste dire que, mesdames, messieurs, nous avons avec nous un vainqueur sur un circuit urbain et pas n'importe lequel, parce que Monaco, c'est peut-être le circuit le plus célèbre du monde en ville, mais enfin quand on a gagné à Macao, et évidemment, cher Tristan, je te remets à l'honneur, mais de manière bien légitime, c'est un défi aussi, donc effectivement tu confirmes que ces circuits en ville, c'est toujours quelque chose de supplémentaire. Hein. C'est un truc qui est à part, avec tout un processus un peu psychologique où de plus en plus, au départ, à chaque fois qu'on vient sur un circuit urbain, on a toujours l'impression que ça va être quand même un peu difficile. On a toujours du mal un petit peu à se mettre dans les limites. Et finalement, c'est quelque chose qui devient assez naturel. Et même si les 2 premières séances d'essai, on est toujours en train de chercher un peu la limite. Et puis finalement, très rapidement, on vient lécher les rails et ça devient quelque chose d'assez naturel. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est tout à fait à part. Et c'est aussi ça qui rend la magie, outre le fait du glamour de Monaco, qui est évidemment là aussi avec toute cette histoire à part. Mais le circuit urbain demande des qualités humaines de concentration, de précision, qui sont quand même différentes d'un circuit conventionnel. Ouais. Tu as donc gagné Macao, ça évidemment, on ne te l'enlèvera jamais. As-tu déjà roulé à Monaco ? Oui, 3 fois, notamment avec Robert Kubica en 3.5, la FRV6. Ça a joué pas mal la victoire et les pôles là-bas. Donc c'était un circuit. Tu parles de Macao, c'est vrai que quand on arrivait de Macao, je fais Monaco la première fois l'année d'après Macao. Macao est tellement, j'ai envie de dire, vite à part que Monaco nous paraissait tous ceux qui avaient fait Macao. Monaco paraissait pas forcément très compliqué, mais c'est cette atmosphère, comme un peu les 24 heures du Mans, comme les 500 miles. Il y a une telle atmosphère, il y a tout un environnement et une histoire qui est tellement chargée autour de cet événement que ça rend l'événement en lui-même magique et à part, avec une pression quand même assez importante. Mais Monaco est quand même un tracé qui est extraordinaire avec les épingles, lobes et les portiers. C'est quand même des moments assez extraordinaires. Et puis quand on roule là et quand on est arrivé et qu'on a vu à la télé Senna et tous ceux qui nous ont fait aimer ce sport, c'est quand même magique. À chaque fois que je me suis retrouvé sur ce circuit, c'était quand même extraordinaire. Bon, allez, on déroule les événements de ce week-end, Tristan, et là on va commencer non pas par le vainqueur, parce que ce dont tout le monde parle, c'est ce qui est arrivé à Charles Leclerc. Bon, on s'attendait pas à un coup de théâtre comme ça dimanche, à 14h30, une demi-heure avant le Grand Prix, quand on l'entend à la radio et qu'on comprend qu'il rentre au stand et que ça le fera pas, on l'a tout de suite soupçonné. Quel incroyable coup de théâtre! Comment t'as un petit peu vécu ça? C'est presque un peu, c'est désarçonnant. Enfin moi, j'ai pas eu souvenir dans un Grand Prix de Formule 1 où le poleman finalement prenait pas le départ de la course. Oui. Alors j'ai pas regardé les archives, je me suis pas renseigné plus que ça, mais c'était pour moi une première. Et c'était tellement à peine croyable finalement, et venant d'un top team comme ça, de se dire mais comment c'est possible? La question, c'est de dire mais comment c'est possible? On a tellement l'habitude dans course automobile que même si la voiture est détruite, les mécanos bossent jour et nuit, que tout est possible à ce niveau de compétition, et que finalement en pôle à Monaco, qui est le Grand Prix de l'année, qui est quand même marquant, finalement le poleman n'est pas sur la grille. Je dis mais comment c'est possible? Et du coup, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'était d'essayer de comprendre finalement les vraies raisons et comment il s'en est arrivé là, quoi. Alors ce qu'on sait, Tristan, au moment où on se parle, et en attente quand même de précision, je précise à nos spectateurs et téléspectateurs que quelques communiqués font qu'on ne sait pas encore toute la vérité sur cette histoire. La boîte n'était pas touchée. Et c'est pas la boîte qui a provoqué
le retrait et l'abandon de Charles Leclerc avant même le départ, c'est bien un élément de suspension, de transmission, oui, enfin, sur côté gauche, on va dire, alors qu'on sait bien que c'est le côté droit qui a été évidemment abîmé la veille. Alors, est-ce que c'est lié? On a tendance à penser que oui, forcément, hein, toi aussi, tu as tendance à penser ça. C'est-à-dire que c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les jours, que évidemment les circonstances, ça demanderait un hasard quand même assez hallucinant, que justement on entend parler de transe, de la transe à gauche avec un problème. Ils ont effectivement, et on peut pas de toute façon c'est quasiment impossible autrement, ils ont quand même sur les tréteaux, ils ont démarré la voiture, ils ont fait fonctionner la boîte comme on fait tous, c'est évident, ne serait-ce que pour chauffer la boîte. Donc tout a dû fonctionner. Maintenant, ça paraît assez évident que, en tout cas, c'est par mon passé et par expérience, lorsqu'on shoot d'un côté, c'est presque mécanique. Il y a un moment donné, ça vient résonner et ça vient choquer de toute façon l'autre côté de la voiture, puisque dans la boîte, on n'a pas besoin effectivement d'être mécanicien pour comprendre que tout ça est lié avec la transmission et que lorsqu'une transe et un choc comme ça latéral assez fort vient également choquer l'autre côté de la voiture. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette réglementation où on n'a pas le droit de changer la boîte, Sinon, pénalité. Exactement, il est fort possible qu'ils aient changé les pièces nécessaires, mais qu'ils n'ont pas pu démonter la boîte parce que c'est pas autorisé, et d'avoir pu et avoir eu l'opportunité de voir que l'autre côté, peut-être si on parle de trans, parce que c'est ce qu'on a entendu, Ouais. on n'a pas de communiqué officiel, mais ils n'ont pas pu observer effectivement le problème de l'autre côté. Donc ça me paraît dissocier les deux entre l'accident et la panne Ouais. du dimanche. Enfin bon, pourquoi pas, hein. Et là, j'ai presque envie de dire, ce serait mieux pour eux, effectivement, quand même, que ce soit dû au choc plutôt qu'une incompétence du team. Ouais, c'est ça. Oui, on est d'accord. Non, non, on comprend l'idée de ne pas vouloir avoir 5 places de pénalité parce qu'avoir une pole à Monaco, ça doit se protéger à fond. Bien C'est une sûr, chance unique, hein, c'est ça l'idée. Voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Mais sûr. deux, on comprend qu'il y a eu une conséquence, comme par hasard, évidemment, après un tel choc. Ça paraît assez évident. Bon, après, nous, Ouais. on n'est pas dans la boîte. Effectivement, on peut pas le savoir, mais ça paraît quand même assez évident. Ouais. Enfin, il me semble que Charles ça lui paraît assez logique aussi. Et bon, après, de toute façon, ça ne changera pas, ça ne change rien finalement que ce soit dû à ça ou pas. Mais Oui. c'était assez choquant. En tout cas, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'était assez. J'étais dubitatif. Je dis mais qu'est-ce que. On se dit mais il y a eu un truc. On devient presque un peu parano de se Oui. dire mais bon alors comme on a vu toutes les réactions quand même de tous les pilotes, parce que ce ne serait pas la première fois qu'un pilote qui fait la pole, finalement. Alors, j'allais te poser la question. Il y a deux questions qui se posent en mode un peu avocat du diable. Est-ce que toi, tu as pu croire qu'effectivement, Charles nous avait fait une Schumacher ou une Rosberg, j'ose le dire, pour protéger sa pole? C'est difficile. Alors, et je pense qu'on n'est pas les seuls, parce que quand on voit les caméras embarquées, quasiment la totalité des pilotes à ce moment-là, que ce soit Verstappen, Sainz, ou les quelques caméras embarquées qu'on a à ce moment-là, on voit bien la réaction. On voit bien la réaction des pilotes qui, finalement, n'ont pas cru au hasard, franchement, sur le moment. Et alors, moi, j'ai pas été jusque-là et ça n'a pas été ma première réaction parce que je crois, à tort ou à raison, en tout cas, je préfère être naïf, mais c'est pas le style. Parce qu'il faut quand même, alors, cracher une auto et même sur un circuit urbain, enfin, c'est pas une démarche anodine. Premièrement, parce qu'on peut se faire mal et que c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Que ça a été dans la continuité du moment où il fait sa pole position et qu'on peut tout à fait imaginer qu'il était, lui, convaincu de pouvoir encore améliorer. Sainz en était convaincu, Verstappen l'était aussi. Donc, quelque part, je ne pense pas que ce soit le Non. personnage. Et Charles, je ne le vois pas du tout faire ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec l'adrénaline, on voit bien la réaction de ses petits camarades qui ont eu spontanément un langage un peu
un peu clair sur, Oui. sur ce qu'il pouvait penser du crash de Charles. Mais perso, j'y crois pas et Oui. je pense que Voilà. vraiment Charles est en train de pousser à 110%. Oui, c'est ça. Non, Et non. voilà. On t'a posé la question là parce qu'on se l'est tous posé, parce que ça fait partie du débat, mais oui, je crois que là le machiavélisme de Charles, pour employer ce mot, n'est pas allé jusque là et qu'effectivement c'était bon. En revanche, si je pose la question un petit peu qui fâche, est-ce que c'est pas une vraie faute professionnelle? Parce qu'on est tous désolés pour Charles et hier il y a eu un moment de sympathie pour lui avec une grosse déception. Bien sûr on compatit parce que bon, mais le fait est qu'il s'y est mis aussi un peu tout seul dans cette situation. Je veux dire, à la base on peut peut-être même lui reprocher d'avoir fait une vraie connerie. Enfin voilà, j'ose le dire là aussi. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, mais franchement, alors, il y a au jeu actuellement 5-6 pilotes, je pense effectivement à Charles, Sainz, Verstappen, Perez, Norris. Enfin, il y a, ça va très très vite. Des garçons de très grand talent. J'ai pas nommé Hamilton parce qu'on en parlera plus tard. C'est vrai Ouais. que c'est étonnant, mais ça demande à être à 110%. Et bien sûr, c'est une faute. Mais à l'endroit où il l'a fait, c'est un endroit où c'est un débat qu'on a eu plusieurs fois, notamment Verstappen, qui fait exactement la même, Ouais. et pas qu'une fois, et ça n'a pas été le seul. C'est un endroit où on laisse énormément de vitesse sur l'entrée. Et ça demande d'anticiper la dérive du train avant. Et lorsqu'on est sur les limites et qu'on on joue au centimètre à ces vitesses-là sur un circuit urbain et qui plus est Monaco, l'erreur elle est tout à fait envisageable. Et oui, bien sûr, c'est une faute, évidemment. Mais Ouais. comment lui en vouloir? Il est en train de faire la pole. Je pense il a ce sentiment de pouvoir encore améliorer ce chrono-là. Il est chez lui, il va mettre tout dans la balance et il braque un peu tôt et ça vient taper. Mais franchement, c'était pas le premier, ce sera pas le dernier. Moi, je dis quelque part, ça prouve bien que ça reste des hommes dans les voitures qui sont en train de pousser au maximum et que la faute reste encore quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut pas se dire à l'inverse, bah, quelque part, si ça tape pas, c'est que les mecs, s'il n'y a pas d'accident, c'est que les mecs ils poussent pas, ils sont pas à Ouais, 100%. ouais. Voilà, et ça prouve bien qu'il donnait toute la capacité, aussi bien de l'homme et de la machine. Franchement, non, oui, après c'est une faute, hein. Puis les conséquences sont lourdes. Voilà, bon, je titille un peu évidemment. Tu te souviens qu'à Bakou, il y a 2 ans, il s'était aussi planté en essai alors qu'il avait la pole potentiellement et on lui avait un peu reproché aussi de s'être craché. Là, bon, bah oui, il s'est craché, c'est pas un autre qui s'est craché, c'est lui qui s'est craché. Donc on pourrait éventuellement lui reprocher ça, mais tes mots sont ceux vraiment d'un analyste pointu, Tristan, et tu as parfaitement résumé la situation. J'ai essayé un peu voilà, de me faire un peu l'avocat du diable et de dire que Charles, c'est quand même lui qui s'est craché, c'est pas un autre. Bon, Ah, donc oui, effectivement. oui, 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 mais bon, après, dans le dernier qui l'a fait, je crois que c'était Verstappen. Ouais, ouais, c'est Et, ça. et dans les mêmes circonstances, il était en train d'aller chercher la pole. Et puis bon, bah, voilà, à un moment Ouais, donné, effectivement, ça le fait pas. Mais quand même, sur l'ensemble d'une saison, les crashs sont rares, les fautes sont quand même assez rares. Et là, ouais, ils sont à 110% et ouais, t'as ça le raison. fait. Ouais. Non, pas moi. Je trouve que ça, une faute comme ça me prouve que il n'y a pas de tricherie, ils font pas semblant et qu'ils sont à Ouais, 400%. ouais. Et quelque part, c'est pas plaisant, mais on a vraiment l'impression Voilà. d'avoir des mecs qui se donnent. Ouais. Non, mais on est d'autant plus déçus, parce que ça, on l'a tous été. Pourquoi? Bah, pour 2 raisons. D'abord, parce que bah, c'est Ferrari qui venait de se remettre dans la bataille entre Mercedes et Red Bull. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait une promesse qu'on n'attendait pas. Il y a encore 5 jours, tu m'aurais dit, mais tu sais que Leclerc va faire la pole et que globalement une Ferrari pourrait et devrait gagner, je t'aurais pas cru. Et bah, ça a failli être le cas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il y a une déception. Je suis pas spécialement ferrariste, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils sont en souffrance, que Monaco reste encore quelque chose de très symbolique.
et qu'on voit que quand même ils sont en train d'essayer d'engranger. Je trouve qu'ils ont arrêté un peu l'hémorragie. C'est pas dingue, mais ils sont quand même en train de revenir un peu. Et là, quelque part, spontanément, et pour Charles et pour Ferrari, lorsque on le voit en pôle, on est quand même content. Enfin, moi, j'étais quand même assez content pour eux, quoi. Et donc, c'est vrai que quelque part, il y avait une déception humaine qui s'explique pas. Et puis, et je suis pas encore une fois ferrariste, mais j'étais déçu. Voilà, on est d'accord. Dire merde, c'est quand même un truc quand même sympa et ça marquait vraiment les esprits. Et pour Charles, parce que c'est un circuit mythique, et pour Ferrari de revenir et faire une pole. J'ai pas regardé quand est-ce qu'ils ont fait leur dernière pole, mais c'était un super moment pour eux. Voilà. Tout à fait. Donc on est bien d'accord. Et puis au niveau du storytelling, comme j'avais à dire, des grandes histoires qu'on aime un peu développer, eh bien, il y a effectivement cette histoire d'un pilote monégasque de nationalité monégasque. Charles Leclerc, il est monégasque, il joue à domicile et évidemment, comme tout pilote, gagner chez soi, on voit bien que c'est pas anodin. Alors il y a une petite malédiction là, c'est fou, hein. Tu sais qu'Alain Prost a gagné son premier Grand Prix en France et qu'il a gagné à chaque fois tous les Grands Prix de France ou presque. Ayrton Senna, il a dû attendre 91, tout le monde sait cette histoire parce qu'il était aussi maudit à Interlagos. Bon, bah, tu es comme moi au courant que Charles en F2, ça l'a jamais fait à Monaco, qu'en F1, ça le fait toujours pas depuis qu'il y est. Hein. Il y aura une histoire dans les années à venir qui sera belle, je pense, à ce niveau-là. Est-ce que Charles pourra gagner chez lui ? Peut-être, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, peut-être qu'effectivement, quand même, ça reste une faute. Et c'est vrai que les années se suivent et finalement se ressemblent pour Charles à Monaco. Et c'est peut-être un indicateur où lui, il a peut-être quand même quelque chose à réfléchir et à se préparer un petit peu de manière peut-être un petit peu différente sur ce Grand Prix. Et ça montre peut-être qu'il se met une toute petite pression supplémentaire par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Et comme le connaissant, il est de toute façon à 100%. Bah là, les 102, 103, 105% supplémentaires, les quelques pourcents de pression supplémentaire, d'attaque supplémentaire, il passe pas. Et peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui. Mais bon, là, c'est vrai que c'était quand même aussi. C'est Ferrari qui est quand même le mythe, Monaco le mythe et Monégasque à Monaco. C'est vrai que là, toutes les cases de cocher. Hein. Donc, c'est ça. Pas faire, en termes de pression, c'est compliqué de faire plus, quoi. Tout à fait. Bon. Et c'était quand même malgré tout un bel exercice et cette pole, il avait fait le job et bravo à Ferrari en tout cas pour ça. Oui, parce qu'attends, Carlos Sainz deuxième, si on veut enchaîner un petit peu maintenant avec les autres, et on va en arriver bien sûr au vainqueur et à Mercedes, mais Carlos Sainz fait le boulot, et il a été globalement aux avant-postes tout le week-end, parce que moi, quand je vois les essais libres, je me demande si c'est pas lui qui ira chercher la pole, et à la fin, il fait 2, et ça me semble très mérité. Exactement, et quand on voit le niveau de perfo de Sainz, évidemment, on peut regretter que Charles soit pas sur la grille de départ, parce que on se rend compte que Sainz était tout à fait capable de fighter et de tenir le rythme de Verstappen. On peut tout à fait imaginer qu'évidemment, Charles, s'il gardait sa pole position, il partait en tête. Il avait toutes les chances quand même de gagner ce Grand Prix parce qu'on a vu que c'était pas du tout un hasard et que Sainz et Ferrari avaient un niveau de perfo qui était exceptionnel et qui avait tout à fait le niveau pour aller gagner ce Grand Prix. Donc là, effectivement, on peut d'autant plus effectivement regretter ce qui s'est passé avec Charles. Mais bravo à Ferrari parce que c'est quand même bon. Ça montre aussi que la hiérarchie. Il y a quelques voitures et on a pu voir quelques voitures qui étaient un peu mieux que d'habitude. Et Ferrari évidemment en fait partie. Alors après on peut en débattre sur l'empattement des voitures et sur quelques caractéristiques intrinsèques des autos, de la conception des autos qui correspond peut-être un peu plus à un circuit urbain comme Monaco. En tout cas là c'est pas évident pour Ferrari. Mais c'est sûr que Sainz a fait Sainz en lui-même avait fait un super boulot et sa réaction quand effectivement il y a eu le drapeau rouge pendant la qualif, Sainz semblait probablement comme plusieurs pilotes, mais semblait convaincu de pouvoir faire cette pole position lui aussi, quoi. Tout à fait. Donc ça c'est assez révélateur et c'est une très très bonne chose pour la suite du championnat. Exactement. Alors cela étant, c'est bien Verstappen qui a gagné. Alors on a envie de dire en fait il s'est passé exactement ce que la logique réclamait.
Verstappen s'est retrouvé de fait en pole position virtuelle, on va dire ça, mais pole position quand même. Il en a profité, même s'il nous a fait un petit peu peur au moment du départ. On a bien vu que Bottas avait une meilleure impulsion, mais Bottas allait passer. ouais, mais il a réussi à se déporter suffisamment pour que Bottas ça le fasse pas. Et à partir de là, bah, il a mené les 78 tours. À partir de là, c'est vrai que ça a été la procession un petit peu où le cavalier seul annoncé. On a quand même envie de dire que Verstappen aussi avait une revanche un petit peu à prendre à Monaco parce qu'il avait fait dans le passé aussi des petites bêtises. Donc là, on a senti un pilote qui accroche à son palmarès, Tristan, une course qui, oui, c'est évident qu'il allait la remporter un jour et c'est évident que Red Bull a toujours été globalement bien à Monaco. Bon, bah, il a su profiter de cette opportunité et il a répondu présent. Il n'y a rien à lui reprocher, il a été impeccable. Hein. Ah ouais, non, rien à dire. Égal à lui-même, j'ai envie de dire. Hein. Ce qui est, le seul élément un petit peu nouveau, c'est que finalement, il n'avait pas son compère Hamilton. Quelque chose d'un peu étonnant. On pourra en discuter un peu, mais Bien sûr. il était en cavalier seul. Donc ça, c'était bon. Après, un cavalier seul, je pense que quand même, il a été vraiment poussé. Il n'est pas parti avec 15 secondes d'avance. Il a fallu qu'il gère aussi sa consommation. Sainz est revenu. Tout ça a été quand même très très serré. Et je pense qu'il a été poussé à bout quand même pour gagner ce Grand Prix. Et ça a été et ça n'a pas été comme on a pu le voir par le passé avec 15-20 secondes d'avance et qu'on voyait qu'il n'y avait pas de débat avec un vainqueur qui était facile. C'est le vainqueur logique. Voilà, il a fait le job et rien à redire. La voiture est performante et quand on voit Pérez là aussi, Pérez a eu le record du tour pendant très longtemps. Donc auto-performante et comme on connaît Verstappen, il n'a pas raté l'occasion. C'est ça. Non, alors par contre, ça, si on nous avait dit qu'au bout de 5 Grands Prix cette année, et moi je pense qu'on est à un quart du championnat, parce que tu sais comme moi, Tristan, qu'il y a 23 Grands Prix qui sont toujours prévus, mais moi je pense qu'il n'y en aura pas 23. On annule le Canada, il y a des restrictions avec la Turquie, Singapour, ils ont annulé un truc international, moi je vois pas comment le Grand Prix aura lieu, enfin bon bref, on verra, il y aura quand même une vingtaine de Grands Prix, c'est sûr. Donc là, après 5 Grands Prix, mais incroyable mais vrai, Verstappen est en tête du championnat pilote, Red Bull est en tête du championnat constructeur, là ils ont tout perdu Mercedes hier. Ouais, mais ce qui est difficilement, là aussi, on peut que faire des suppositions, mais encore qu'il n'y en a pas vraiment à faire pour le moment, parce que quels sont les éléments à donner pour la première fois, j'ai envie de dire depuis son arrivée en F1 quasiment. Lewis n'a jamais été vraiment dedans. Alors là, oui, enchaînons. Hamilton, j'ai mis transparent, tu vois, dans mes petites notes pour te poser la question. 7e en qualif, 7e en course, pas dans le truc. Il termine à 1 minute 08 de Verstappen. Alors évidemment, quand tu es en tête à Monaco, c'est peut-être plus facile, mais tu te rends compte, c'est incroyable. Et clairement, un petit cran en dessous de Bottas, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Voilà. Alors ça peut arriver et c'est pas pour autant que ça doit ternir une quelconque image de quoi que ce soit, mais c'était quand même assez étonnant. Tellement rare, si ce n'est la première fois qu'on voit ça de la part de Lewis, mais du coup, je me suis demandé au cours des jours si finalement il n'y avait pas un problème sur la voiture et que bon, bah, des fois ça arrive, ils ne trouvent pas et bon, mais vraisemblablement non et ça c'est quand même le point qui finalement m'a un des points presque les plus marquants pour moi. Ce Grand Prix-là, c'est que pour la première fois, on sentait un Hamilton qui était tout simplement pas dedans, quoi. Qui était l'ombre de lui-même et qui était bien inférieur à ce qui nous montre l'habitude. On est d'accord, ça c'est vraiment là aussi un des points de discussion de ce Grand Prix de Monaco. Bon, bah Mercedes, ok, ils seront. Je coupe, mais oui. c'était d'ailleurs même, j'étais assez étonné parce qu'il est remonté sur Gasly qui a été exceptionnel, hein, qui a vraiment. Oui, on va en parler bien sûr aussi. Mais il est remonté sur Gasly, il est revenu très proche parce qu'à un moment donné, je crois qu'il est à 6/10. Donc il est revenu et Gasly a refait l'écart, quoi. Et là, je dis là, mais bon, bah, là, il n'y a rien à attendre ce week-end de. C'est vrai. Bon, donc, je trouvais que c'était assez révélateur. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, il a mis un petit coup de
pression, on va dire, à son équipe, parce qu'effectivement, on voit qu'il n'a pas digéré son arrêt au stand un peu prématuré, ou en tout cas, on essaye une sorte d'undercut, et puis en fait, ça marche pas du tout, parce que non seulement il se fait dépasser par Pérez, par Gasly, par Vettel, hein, même, enfin, je veux dire, non, il est resté septième, on va dire, et quand tu t'appelles Lewis Hamilton, et même si tu es septuple champion du monde, c'est raccord, mais non, ça le fait pas. Donc là, il a envoyé quelques petites piques à son équipe, hein, t'as vu? Ouais, non, mais bon, et je crois que malheureusement, j'en sais rien, c'est comme ça, mais ça peut arriver. Mais il était tout simplement à sa place, hein, Ah ouais, c'est et, ça. et il était 7 et le niveau de perfo même qu'il a montré en course, ben c'était 7, hein, Ouais, et voilà. c'est Donc ça, incroyable. Ouais. Dis donc, si tu te mets à la place de Valtteri Bottas et que tu t'arrêtes au stand et que tu vois qu'on n'arrive même pas à enlever, c'est même pas que ça va prendre du temps, c'est que la roue s'enlève pas. Enfin, c'est incroyable. T'as pu là aussi t'imaginer ce qu'il a dû ressentir? c'est lunaire, c'est Hmm. lunaire, c'est lunaire. J'ai regardé le Grand Prix, quand j'ai vu ça tout de suite, on a l'habitude et quand j'ai vu qu'il y a deux mécanos qui viennent pour essayer de tirer et que je vois que la roue, ils n'arrivent même pas à la bouger, en une seconde et demie, j'ai compris que là c'était mort. Ou en tout cas, même si à un moment donné elle venait, de toute façon le Grand Prix pour Bottas c'était mort. Voilà. Et là, moi, ça m'a fait hurler. Je me dis, mais comment c'est. Alors, évidemment, tout est possible, mais encore une fois, comme par hasard, ça tombe sur Bottas, quoi. Non, mais C'est alors, incroyable. bon, on va pas, y a rien à dire et il y a pas grand chose à dire à part que, encore une fois, c'est sur la voiture de Bottas, il y est pour rien et franchement, il méritait pas ça. Non. Et c'est pas du niveau de Mercedes, quoi. Alors, on peut comprendre que, et on le sait, généralement, les roues, les jantes, enfin, pour expliquer aux gens qui le souhaiteraient, c'est que la plupart du temps, en fait, les freins et la jante chauffent énormément, plus ou moins en fonction évidemment des circuits. Et il peut se faire, ce qui nous arrive nous en endurance par exemple, si on chauffe les roues, on sait qu'on a le droit de les chauffer avant de faire notre relais. Si on les chauffe trop fort, c'est-à-dire au-delà des 90, 95, parfois 100 degrés, la jante, il y a une dilatation de la jante et du coup, ça vient mal s'encastrer dans le porte-moyeu. Et là, c'est probablement ce qui s'est passé. Les températures à Monaco, on le sait, les freins sont extrêmement sollicités. Et avec cette différence de température, ça a dû créer effectivement, euh, ça n'a pas soudé, mais entre la jante et le porte-moyeu, il y a un moment donné, c'est venu se bloquer, probablement par des problèmes de température. Mais c'est pareil pour tout le monde. Alors on se dit, mais pourquoi Bottas encore? Enfin, on se dirait, pourquoi ça n'arriverait pas une fois à Hamilton? Oui, c'est incroyable, hein. Ah oui, Bon, non, ça n'arrive jamais. et c'est décevant parce que Bottas, bon, ils avaient peut-être pas Mercedes la meilleure voiture et que je trouve que Bottas était en train de faire un très bon Oui. Grand Prix. Il était en train de dominer son équipier. C'est quand même pas tous les matins. Et bing, alors là, je dois avouer que j'ai un peu rouspété devant ma télé en voyant ça. Ah oui. Ouais, c'est comme ça, le pauvre Bottas. Et puis on voit rapidement un mécano qui fait signe. Oui. La roue ne bougeait pas d'un millimètre, donc je pense que même avec une masse, je sais pas comment ils ont dû attendre que ça refroidisse, mais les mécanos ont bien vu que de toute façon, elle était bloquée quoi. Ah oui, non, terrible. On était vraiment là, on avait mal au cœur pour lui et c'est incroyable quand t'es pas verni, tu l'es vraiment pas. Est-ce que toi, tiens, au passage, tu te souviens dans ta carrière, je rappelle que tu es toujours en activité, en ELMS, bien évidemment. Est-ce que tu te souviens d'un arrêt au stand catastrophique, un arrêt au stand gag, là, que tu pourrais nous raconter en une minute? Ça t'est déjà arrivé, ce genre de coup de Trafalgar terrible dans les stands? Non, bah, en fait, ça arrive évidemment, c'est pas souhaitable, mais ça arrive en endurance parce qu'à chaque fois on a le refueling. Alors, des fois, c'est tout simplement parce qu'on voit que c'est pas en train de plugger, on pense que c'est en train de refueler quand on passe au puits, comme dirait Oui, Villeneuve. Et puis finalement, on voit dans le rétro que le mec n'arrive pas à plugger le système. Mais on est impuissant. Et oui, ça arrive pour les mêmes raisons parfois, hein. C'est une roue qui n'arrive pas à se démonter. Des fois, c'est le pistolet, un problème de pistolet qui ne délivre pas le couple nécessaire pour venir serrer correctement la roue. Il y a pas mal de choses comme ça. Et quand on est dans la voiture, malheureusement, on est complètement impuissant. S'énerver ne sert à rien.
Et on imagine bien, de toute façon, le désarroi aussi des mécanos qui sont en train de courir, de se battre, presque à se faire mal pour arriver à faire ce pit stop correctement. Ça c'est arrivé évidemment pas mal de fois, mais en tant que pilote, il n'y a rien à y faire. Il faut rester le plus calme possible parce que on se dit qu'à un moment donné, ils vont arriver à changer la roue, à refueler, et on a tout à y perdre, à repartir énervé. Donc, il faut impérativement rester extrêmement calme et se dire que de toute façon, toute l'équipe est en train de se battre pour faire au mieux. Voilà. Ouais. Alors j'ai encore 4 pilotes sur lesquels je voudrais t'interroger, mon cher Tristan. Je fais juste une parenthèse pour dire que, puisque tu as évoqué Jacques Villeneuve, qu'on salue, s'il nous écoute, ça serait bien, sympa, mais que Romain Grosjean, là, qui nous a fait une prestation exceptionnelle à Canal+, pour commenter le Grand Prix, dans le sens que ça ne sera pas tous les jours, bien sûr. Il a été super, hein, super consultant. Là, on sent le type qui était encore derrière un volant il y a quelques mois, et moi, j'ai eu le sentiment que tout ce qu'il nous disait, c'était vraiment informatif, c'était vraiment très, très pointu. Hein. Je ne sais pas si tu as eu cette impression aussi. Ouais. Ce qui me fait lui rendre hommage, je l'ai fait la semaine dernière, j'ai fait un épisode de l'Afterlab, Tristan, pour tout te dire, en mode Facebook Live, spécial IndyCar, où j'ai raconté quelques-uns de mes souvenirs en IndyCar, et j'ai rappelé bien sûr que je commentais le Champ Car à une certaine époque sur Motors TV, et que ta pole position, par exemple, je m'en souviens très très bien, et ta petite campagne aux États-Unis, ça, ou au Canada. Hein. Il m'était arrivé la même chose puisque j'étais en pôle à Mont-Tremblant et que je prends le départ et que la voiture ne démarre pas sur la grille de départ. Bah oui, tiens, on cherchait une analogie tout à l'heure. J'y pensais plus. Ouais, tu pensais même plus. Spontanément, tu pensais plus. Mais c'est vrai que finalement, on a parqué la voiture. Je n'ai pas pu prendre le départ de la pole position. Oui. Je crois, moi, que je m'en souviens, évidemment, et qu'on avait vraiment mal au cœur pour toi. Mais c'est vrai que, tiens, on cherchait une comparaison. Ça n'arrive pas tous les jours, mais je l'ai vécu. Ouais, non, mais c'est horrible, ça, c'est sûr, effectivement. Enfin, tout ça pour dire que, évidemment, j'avais aussi dit que ce qu'a fait Romain à Indianapolis, fabuleux, bien sûr, la pole, deuxième de la course, on voit que le public l'a un peu adopté. Bravo, et tant mieux pour lui, bien sûr. Là, s'il y a ce rebond, mais en tout cas, il a été impeccable derrière le micro. Alors, justement, ça me donne un peu l'occasion d'enchaîner avec des forces françaises, parce que moi, alors, il y avait 3 équipes qui m'ont semblé un peu sur des échelles différentes. Je veux dire, McLaren, AlphaTauri, pardon, et Alpine. S'il n'y a pas Norris chez McLaren, s'il n'y a pas Gasly chez AlphaTauri, et s'il n'y a pas Ocon chez Alpine, ça serait pas pareil. Là, il y a vraiment, à chaque fois dans ces 3 équipes, il y a un pilote qui s'impose, quoi. Et les autres, ça rame. C'est la même réflexion. On peut pas, effectivement, ça n'a pas été une généralité sur la grille de départ, puisqu'il y a effectivement Sainz, pour ne pas les citer, Sainz et Leclerc qui étaient tous les deux. Mais il est vrai quand même que pour tout le reste, on sentait que c'était vraiment le Grand Prix où il y avait un des 2 équipiers qui prenait cher quand même. Et c'est vrai que Ricciardo, c'est compliqué. Alonso, depuis quelques moments là, il va falloir qu'il se ressaisisse parce que Ocon est vraiment, c'est très bien pour notre Ocon national, hein, donc à la limite que ça reste comme ça, mais je pense que pour toute l'équipe, ce serait mieux qu'Alonso commence à se réveiller parce que il y a un décalage, il y a là qui est extrêmement visible, qui est même décevant de la part de Fernando. Mais c'est vrai que beaucoup d'équipiers là étaient un peu en retrait et ça a été même d'ailleurs on en parlait, mais entre Bottas et Hamilton. Alors généralement c'est dans l'autre sens. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai que les équipiers là, il y a beaucoup d'équipiers qui ont souffert avec un décalage de perfo qui était assez étonnant, qui d'ailleurs parfois n'y a pas sur les autres circuits. Mais encore une fois, Monaco, un circuit urbain, c'est à part. Oui. Et si pendant les practices jusqu'à la qualif, il n'y a pas ce déclic d'aller jouer avec les rails et de commencer à jouer avec les limites, il y a des différences qui peuvent se faire qui sont énormes entre le moment où le pilote est en confiance et il va venir lécher les rails 2-3 fois par tour et celui qui garde cette petite marge parce qu'il le sent pas, parce que tout de suite ça peut faire 4, 5, 6 dixièmes de différence sur un circuit urbain, c'est énorme. Ouais.
c'est probablement ce qui s'est créé avec pas mal de pilotes. Mais oui, et je rajouterais même que moi j'ai vu, alors de façon assez surprenante, comme ça au passage, j'ai vu souvent Latifi devant Russell dans la grille des temps, donc ça m'avait un peu... Et j'ai vu Mick Schumacher prendre grave, là, pour reprendre un peu l'expression. C'est plutôt Mazepin qui a été, sans trop faire de parler de lui, là où Mick Schumacher s'est un peu plantouillé quand même. Ouais, c'est vrai. Alors après, c'est vrai qu'on regarde pas trop. Bon, ce qui est toujours dommage quand on s'appelle Schumacher, c'est de partir dernier quand même. Bon, c'est ça. Et c'est de là qu'on, effectivement, on repère tout de suite que son équipier a fait un meilleur temps en qualif. Donc ça, c'est quand même, c'est ennuyeux pour lui. Mais c'est vrai que ça a été Ricciardo aussi. Là, Ricciardo, ça m'a un petit peu étonné parce que Ah oui, Ricciardo un ancien vainqueur. ah oui, et il a toujours été très performant. Il l'a gagné une fois, mais il aurait pu le gagner 2 ou 3 fois. Il a toujours été extrêmement à l'aise à Monaco. Et là encore, c'est vrai que Norris prend clairement le lead. Et honnêtement, en début d'année, je le pensais pas. J'aurais pas pensé que Norris aurait pris le lead comme ça parce que Ricciardo est un pilote extrêmement rapide. Qui a toujours su s'intégrer assez facilement, qui est un garçon qui a l'air quand même assez simple, en tout cas pas compliqué à travailler. Et là, Norris est en train de prendre franchement le dessus et l'équipe le prouve en re-signant d'ailleurs récemment pour plusieurs années Lando. Ouais, tu as raison, c'était assez flagrant qu'il y avait des écarts assez importants entre les équipiers là. Ben, tout à fait. Je le dis, je le redis publiquement, j'ai parié pour une victoire de Lando Norris cette année. Je pense que Lando va nous faire, il y aura bien un Grand Prix où il va se passer quelque chose, les Mercedes va leur arriver un problème, enfin, et voilà. C'est Norris qui va récupérer je pense que ce gars-là a quelque chose et qu'il y a un destin qui est en cours. Et Norris, je pense, gagnera en 2021 son premier Grand Prix et j'en prends le pari. Bon, on verra. Et je voudrais qu'on termine. Alors, Gasly, on l'a dit, formidable 6e, mais c'est vrai qu'il y a aussi une belle bataille qu'il a opposée à Vettel. Et donc, Sébastien Vettel, 5e. Et c'est vrai que là, on a eu un Vettel performant, solide, rapide, qui fait 5. C'est une vraie super performance. Hein. Ouais, là aussi, ça fait plaisir. Je suis pas non plus. On en a longuement Oui. discuté. Hein, je suis pas forcément vétéliste, hein, mais ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau de perfo. Et là encore, on parlait des équipiers. Là, il a carrément vraiment inversé la tendance et il a complètement fait oublier Stroll. Et malgré tout, ça reste assez révélateur. C'est-à-dire que depuis maintenant trop longtemps, il est un peu inexistant et l'ombre de lui-même. Monaco, on peut pas. Enfin, c'est un catalyseur de ce genre de choses, Monaco. Et on doit avoir une confiance en soi qui est forte. On doit avoir confiance en sa voiture. On doit être bien le jour J. Ne pas la moindre erreur, elle se voit parce qu'on est dans le rail. Et Vettel a été, je pense, on a le sentiment qu'il a tiré le maximum de ce qu'il pouvait faire de sa voiture. Et son équipier qui d'habitude fait aussi Stroll fait du bon travail. Oui. Là, Vettel, il l'a coupé en deux. Donc, très content pour Vettel. Et si des fois ça pouvait... preuve aussi que la voiture, en tout cas sur un circuit comme celui-là, avait un niveau de performance tout à fait acceptable. J'espère, en tout cas, ça me ferait plaisir de revoir Vettel à ce niveau de performance depuis maintenant quasiment 2 ans. Voilà, on est d'accord. Bon, allez, je crois qu'on a encore bien papoté et je te remercie de ta disponibilité, Tristan. Je vais te libérer parce que je crois que oui, ça fait plus de 40 minutes là qu'on est parti pour cet épisode de l'Afterlab, mais non, c'est la passion. Non, je coupe pas. Non, là, non, c'est l'intégralité, c'est le direct, c'est la spontanéité. Et c'est nos discussions qui sont toujours super intéressantes et super plaisantes. Merci Tristan, hein, vraiment, de te rendre disponible. Profite bien de ce jour férié, mais reviens bien en pleine forme chez toi très vite. Et puis, écoute, on sait que le mois de juin, il n'y aura pas du Mans, il n'y aura pas le Mans. Voilà, on le sait. Mais non, on aura Monza. Voilà. Non, quoi que je dis une bêtise, ce sera le Castellet, puisqu'il y a eu une inversion entre le Castellet. Donc, on sera au Castellet dans quelques semaines. Et au mois d'août, mi-août. Donc, c'est du chamboulement, mais on est au-delà de tout ça, on est quand même très très content qu'il n'y ait pas d'annulation, qu'on soit sur les courses et que finalement, on a l'impression que les vannes commencent à se réouvrir. J'espère rapidement un peu de public et
et qu'on puisse quand même rouler aussi et faire plaisir aux gens sur les circuits. Voilà. Bon, bah écoute, allez, on suivra évidemment ton actu et cette montée en puissance jusqu'au mois d'août. Allez, je crois que là, mes chers amis, nous étions bien complets sur ce Grand Prix de Monaco avec Tristan Gomandi dans l'Afterlap, le podcast du sport auto disponible sur toutes les plateformes et puis bah là, sur la chaîne YouTube aussi, l'Afterlap en vidéo. Tristan, plein de bonnes choses à toi. Et donc, à très bientôt, parce que dès que c'est possible, tu participes à l'Afterlap et on te remercie encore. Salut! À très vite. Merci. Salut Tristan, ciao!